sur ce. Bon, ben, merci déjà à tous pour votre participation, 33. Et donc, pour assister à ce webinaire consacré à la formation polytechnique, je voulais d'abord donner quelques petites infos techniques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, on enregistre le webinaire. C'est pour notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez déconnecter votre caméra. On ne s'en offusquera pas. Et aussi, donc, vous allez pouvoir poser des questions ou intervenir si vous voulez. Mais pour ça, on vous demande de passer par la petite icône que vous voyez en bas de votre écran qui s'appelle Converser. Alors, soit vous écrivez un message là sans l'adresser à personne, tout le monde pourra voir votre commentaire ou votre question, soit vous l'adressez à Michel. C'est juste Michel, hein, je vois sur ton... Bonjour tout le monde. Oui, c'est juste Voilà. Michel. Donc, vous pouvez l'adresser, donc, soit une question, un commentaire ou si vous voulez intervenir. Alors, comment ça va se passer? En 2 temps. En premier moment, Nico et moi, on va essayer de vous exposer ce qu'on entend, nous, à l'APED par la formation polytechnique. On va essayer de ne pas être trop long, mais on est tous les deux très bavards et donc on a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de se maîtriser un peu. Et dans une deuxième partie, donc, il y aura vos questions ou vos réflexions ou vos interventions. Alors, l'exposé, nous, quand on va vous présenter, il est vraiment divisé en 3 parties. Une première partie qui va parler un peu de la division des savoirs, mais Nico va vous en parler tout de suite. Puis après, on abordera les objectifs de ce qu'on entend, nous, par la formation polytechnique. Et enfin, une troisième partie qui est vraiment beaucoup plus concrète, là, sur les contenus et les formes que cette formation polytechnique doit revêtir selon nous. Donc là, je vais céder la parole d'abord à Nico, qui va commencer donc cette première partie sur la division des savoirs. Oui, je ne vais pas faire, rassurez-vous, je ne ferai pas toute la première partie, on va la faire ensemble, Cécile et moi, mais c'est moi qui commence. Bien, vous le savez sans doute, notre enseignement, et depuis longtemps, est caractérisé par une très forte division entre théorie et pratique, entre savoir et savoir-faire. De façon un peu caricaturale, on peut dire que la théorie, c'est pour l'enseignement général et la pratique pour le qualifiant, même si dans le qualifiant, il y a évidemment une forte dimension théorique aussi, et de plus en plus d'ailleurs, mais dans l'imaginaire et dans la vision qu'on a des filières d'enseignement, c'est bien comme ça, la théorie pour le général et la pratique pour le qualifiant. La théorie pour l'université, la pratique pour le supérieur non universitaire. Et cette division théorie-pratique se double d'une division sociale, puisque l'enseignement qualifiant est majoritairement fréquenté par les enfants des classes populaires, alors que les enfants des classes moyennes et des classes supérieures fréquentent très, très majoritairement l'enseignement général. Et cette division théorie-pratique et cette division sociale de l'école se double encore plus d'une division du rapport au savoir, parce que dans les milieux intellectuels, on valorise un certain mépris des savoirs de production, des savoirs pratiques, alors que dans les milieux populaires, on a plutôt un certain mépris des savoirs théoriques inutiles, ou dits inutiles, et on valorise plutôt les savoirs dits pratiques, c'est-à-dire qui ont une utilité pratique immédiate. En fait, toute cette problématique de la division des savoirs est très étroitement liée à celle de l'éducation ou de la formation polytechnique telle que nous l'entendons. Et donc, dans cette première partie, nous voudrions, c'est une partie un peu historique, on veut rappeler d'où viennent ces divisions, comment elles sont nées et quel rôle elles ont joué dans l'évolution de l'enseignement. Alors, en préparant cet exposé, je me suis souvenu que j'avais reçu tout récemment, pour les congés, pour les cadeaux de Noël, j'avais reçu une version en BD du livre de Yuval Noah Harari sur la naissance de l'humanité, Sapiens, et je voulais vous partager une page de cette bande dessinée, une page où il parle du développement de l'humanité. Il dit pour que les sapiens puissent se nourrir,
nourrir et trouver des matériaux dont ils avaient besoin pour leur survie. Il leur fallait des connaissances, connaître la géographie, il leur fallait des informations sur leur territoire. Pour chasser, ils devaient être au fait des habitudes de chaque animal. Pour se nourrir, ils avaient besoin de savoir où trouver des plantes, mais aussi lesquelles étaient nourrissantes, celles qui rendaient malades ou guérissaient des maladies. Ils devaient apprendre le cycle des saisons et savoir repérer les signes précurseurs d'un orage ou d'une sécheresse. Ils étudiaient chaque ruisseau, chaque noyer, chaque caverne d'ours et chaque gisement de silex du voisinage. Et chaque individu devait savoir fabriquer un couteau en silex, repriser un manteau déchiré, tendre un piège à un lapin, faire face à des avalanches, à des morsures de serpents et à des lions affamés. Il fallait des années d'apprentissage et de pratique pour maîtriser chacune de ces compétences. Ce qui apparaît dans cette page de bande dessinée, c'est en fait le rapport au savoir et le rapport à l'éducation qui a caractérisé une grande partie des classes populaires jusqu'à l'aube du 19e siècle. Le lieu de l'éducation pour les enfants des classes populaires, ce n'est pas l'école, c'est leur lieu de vie, c'est leur lieu de travail, la tribu, la famille rurale, l'atelier de l'artisan. Et le contenu de leur éducation, le contenu de leur enseignement, c'est d'une part une formation qu'on peut qualifier de polytechnique parce qu'elle embrasse tous les aspects de l'acte ou des actes de production liés au milieu dans lequel ils vont vivre et travailler, semer, sarcler, faucher, éduquer les petits, préparer une compote ou un lapin, chasser des grives, coudre et tricoter, raboter un sabot, réparer un muret ou un toit, entretenir des outils, soigner une blessure, prévoir la pluie et l'orage, négocier une vente au marché, et donc compter et calculer. Tout ça constituait l'ensemble de savoirs qu'on peut qualifier de polytechnique et qui permettaient de prendre part à la production dans leur lieu de vie et leur lieu de travail. Mais une autre dimension de cet enseignement qu'ils recevaient, c'était une dimension d'éducation, de socialisation. Ils apprenaient à s'exprimer correctement, à raconter une histoire, obéir ou pas, à se faire obéir ou pas, se lever tôt, faire son travail convenablement, respecter le maître, choyer les enfants, rire et faire rire, pleurer les morts, danser, faire la fête, entretenir les traditions et ainsi de suite. Et parfois, une petite partie de cette éducation populaire était confiée à des experts, un sorcier, un chaman, un prêtre ou un pasteur. L'école, elle n'est qu'après l'apparition des classes sociales. Après la révolution néolithique, la sédentarisation, l'apparition de l'agriculture et des premières divisions sociales du travail. On voit alors apparaître des classes dominantes qui non seulement s'enrichissent matériellement, voire ici les images contrastées de tombes néolithiques, mais qui ont aussi eu le loisir et qui ont trouvé le besoin de s'adonner au calcul, à l'écriture, aux arts et à la philosophie. Et entre leurs mains, le savoir a prospéré, mais il est aussi devenu un instrument et un symbole de pouvoir. Cette école, elle sert à assurer la pérennité de la cité, donc du système social et politique qui garantissait la domination de ces classes dominantes et partant leur richesse. Cette école est une institution d'instruction et d'éducation qui est séparée des lieux de vie et de production ou confiée éventuellement à des précepteurs. Elle a une double fonction, à la fois d'une part pratique et d'autre part symbolique. Sa fonction pratique, c'est de préparer à l'exercice des tâches auxquelles ces enfants sont destinés, c'est-à-dire gouverner, diriger, décider, planifier, organiser, communiquer, argumenter. Le contenu de cette instruction, c'est ce qu'on va appeler une formation générale ou une culture générale classique. Culture gréco-latine, littérature, histoire, droit, géographie, géométrie et algèbre, économie, l'art de discourir et aussi l'art de faire la guerre.
Et les fonctions symboliques, c'est se faire reconnaître comme appartenant à une classe supérieure par la valorisation des savoirs les plus nobles ou réputés les plus nobles, l'art et la philosophie, et aussi par le mépris des savoirs utilitaires, des savoirs de production, des viles connaissances qu'on laisse aux classes inférieures. On retrouvera par réaction et on entretiendra le rapport social au savoir inverse dans les classes populaires, mépris de la théorie et valorisation des savoirs pratiques. Et on prendra longtemps prétexte de ce rapport différencié au savoir pour justifier, voire pour naturaliser en quelque sorte et préserver les inégalités scolaires. Donc, en résumé, on peut dire que dans la société de classe, depuis le néolithique, les riches vont à l'école, ils reçoivent une formation générale classique et une formation aussi qui assure qui leur donne des savoirs qui remplissent une fonction symbolique, alors que les classes populaires sont éduquées essentiellement sur leur lieu de vie et de travail, où elles reçoivent aussi une formation plus ou moins polytechnique. Alors tout ça, ça va changer à partir de la révolution industrielle. Cécile. Et donc, j'arrive effectivement ici, on est fin du XVIIIe siècle. En Angleterre, comme vous savez, la révolution industrielle arrive. Alors, elle est causée par quoi? Par ces nouvelles technologies qui arrivent, dont évidemment la machine à vapeur de Watt. Et donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Le machinisme, c'est-à-dire que grâce à la force motrice de la vapeur, on va pouvoir mécaniser les outils de travail et donc on va développer des industries. Et donc, on va voir cette arrivée du machinisme qui va en fait bouleverser complètement les rapports de production. Et comme Nicole disait avant, on apprenait le métier, on avait en plus un contrôle sur toute la production. Ici, on va décomposer en fait le travail complexe en tâches vraiment parcellaires, répétitives, rythmées par la machine. Et donc là où avant on avait besoin d'un seul ouvrier qui avait le contrôle sur tout le processus de production, mais là on va avoir une multitude d'ouvriers qui vont être attachés à cette machine. Et donc, du coup, il y a un besoin de main-d'œuvre. Alors, où va-t-on essentiellement trouver cette main-d'œuvre? Mais c'est les gens qui viennent de la campagne parce que là, ils ont perdu leurs terres. Il y a eu aussi une mécanisation des outils agricoles. Donc, on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. Et donc, ces gens viennent, ce qu'on appelait l'exode rural. Ils viennent là où il y a des industries qui se forment. Alors, tu peux passer à la suivante. Et on va arriver justement à ce qu'on appelle l'aliénation de l'ouvrier, c'est-à-dire que l'ouvrier, avant, alors qu'il avait, comme je disais, il connaissait, il avait la maîtrise de tout le travail de production. Ici, il va être obligé de vendre sa force de travail pour survivre. Il va, comme je l'ai dit, être auxiliaire de la machine et il va voir même suivre le rythme de la machine. Et en fait, pour faire ces tâches parcellaires, il n'a pas besoin de qualification. Donc, on peut vraiment dire qu'il y a une déqualification de son travail par rapport à ce qu'il faisait avant comme artisan. Et donc, il n'y a pas besoin non plus pour le patronat d'élévation, d'avoir des travailleurs instruits. Et donc, non plus, pas besoin d'école pour les enfants du peuple. On peut passer effectivement un peu plus tard. Voilà, avec cette urbanisation, on va avoir, comme disait Nico tantôt, c'était le lieu de vie, le lieu de socialisation, d'éducation. En plus, la famille était sous plusieurs générations. Et là, maintenant, quand on va dans les villes, on a une réduction vraiment du noyau familial. Et les pères, évidemment, vont travailler, mais les mères aussi, puisque grâce aux machines, la force musculaire n'est plus vraiment indispensable. Donc, elles vont au travail. Il y a des enfants aussi qui vont au travail, mais les autres qui ne travaillent pas, en fait, il y a perte de lieu de socialisation et ces jeunes vont se retrouver là dans la rue. On sait en plus que les conditions de vie sont épouvantables. Il y a des surcharges de travail pour les parents, promiscuité, des problèmes de misère. Pour oublier un peu la misère, on va boire et il y a une recrudescence effectivement de la violence et de la criminalité et une dégradation morale en fait des ouvriers. Alors au départ, les patrons vont très peu se soucier de ces dégradations morales. Pourquoi? Parce que les ouvriers sont interchangeables, il y a de la main-d'œuvre. Mais en fait, à la longue, cette dégradation morale va paraître un peu comme une menace constante pour la sécurité des riches. Et aussi, on perd de moins en moins, il y a de moins en moins de main-d'œuvre.
Et du coup, qu'est-ce que ça risque? Ça risque de faire de la pression sur les salaires et aussi sur les revendications sociales. Et donc, du coup, au début, la bourgeoisie anglaise, une des premières, s'est dit qu'en fait, c'était de son intérêt de disposer franchement d'une main-d'œuvre et d'une classe ouvrière qui était éduquée, socialisée, disciplinée. Et à qui va-t-on demander ça? On va demander ça à l'école. On est à la première moitié ici, vous voyez, du 19e, ce qui, Adolphe Thiers va dire que, en fait, ce qu'il faut faire à l'école, c'est lire, écrire, compter. Voilà ce qu'il faut apprendre. Quant au reste, c'est superflu. Il faut bien se garder surtout d'aborder à l'école les doctrines sociales qui doivent être imposées aux masses. Et du coup, qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école? On va apprendre l'éducation morale, religieuse, et les savoirs qui sont jugés indispensables à la vie en société, c'est-à-dire un peu de lecture, d'écriture, des éléments de langue française, de calcul, et le système légal de poids et mesure. On va un peu plus loin, on peut passer à la suivante. On va adresser encore une autre mission à l'école. On va lui demander aussi, là, on est dans le dernier tiers du 19e siècle, d'inculquer en fait l'amour de la patrie. On n'a pas le temps de vraiment s'appuyer là-dessus, de creuser là-dessus, mais pourquoi l'amour de la patrie? C'est face aux menaces extérieures et on doit faire comprendre que l'intérêt personnel de l'ouvrier, c'est aussi l'intérêt de la patrie. On a intérêt à ce qu'il puisse aller après prendre des fusils et aller défendre son pays. Mais l'école va aussi inculquer le respect des institutions et ça face aux menaces intérieures. Et là, on rappelle qu'on est au lendemain de la Commune, que les classes ouvrières sont de mieux en mieux organisées, et donc il y a des idéologies qui paraissent dangereuses pour certains, comme des idéologies révolutionnaires comme le communisme et le socialisme qui apparaissent. Et donc là, on va introduire des cours de géographie et d'histoire. Effectivement, là, on voit un extrait du discours du trône de Léopold II qui dit que l'enseignement donné aux frais de l'État aura pour mission à tous les degrés d'aspirer aux jeunes générations l'amour et le respect des principes sur lesquels reposent nos libres institutions. Donc voilà un peu, on arrive maintenant à la suivante, on est là ici fin du 19e, vraiment, ce qu'on a appelé la deuxième révolution industrielle. Pourquoi? Parce qu'on a de nouvelles avancées technologiques, là vous voyez par exemple l'ampoule, mais aussi la dynamo, le moteur électrique, et de nouveau on va avoir un essor des machines-outils grâce à la miniaturisation, par exemple, des moteurs et de la pneumatique. Et donc là, il va y avoir, il y a quelqu'un qui dessine sur Nobel bien, on va avoir du coup une demande de main-d'œuvre, mais cette main-d'œuvre va être très contrastée. Tu peux passer à la suivante, Nico. On va voir que d'un côté, on va voir, là, vous voyez, les gens qui travaillent, par exemple, sur les machines, donc à la chaîne, eux, on l'a dit tantôt, ils n'ont pas besoin de qualification du tout. Mais à côté de ça, on va avoir besoin d'une main-d'œuvre qualifiée parce qu'il va falloir entretenir les machines. On parlait de l'électricité tantôt, il faut installer les réseaux électriques, il faut réparer, réviser les automobiles, et puis il y a aussi des employés de bureaux et de commerce. Et donc, il va falloir former ces gens-là. D'ailleurs, tu peux passer à la suivante. On a effectivement, si on regarde dans une proposition de loi, oui, tu peux, voilà, proposition de loi belge sur l'enseignement technique qui date de 1930. Il nous parle de, effectivement, tous les progrès dont je parlais. Tous ces progrès vont faire apparaître l'impérieuse nécessité de former une main-d'œuvre avertie à la hauteur de ces nouvelles tâches. Et l'industrie moderne requiert de la part des travailleurs un bagage de connaissances techniques, sinon scientifiques, et de plus en plus étendues. Mais on peut passer à la suivante, on va voir qu'il y a une très grande polarisation dont on a déjà parlé. Vous voyez, en vert, c'est vraiment les enseignements qui vont être basés et qui vont faire la part belle à la théorie. Alors d'un côté, on a l'enseignement général, c'est les athénées et les collèges qui sont réservés à la bourgeoisie et aux professions libérales. Et d'un autre côté, dans l'enseignement technique, vous voyez, c'est assez divisé aussi. On a ce qu'on appelle l'enseignement industriel qui va aussi miser sur la théorie. Alors qu'est-ce que c'est que cet enseignement industriel? C'est un enseignement en fait du cours du soir qui est réservé à la formation des contremaîtres, des conducteurs de travaux, en fait de tous les chefs intermédiaires entre le patron et les ouvriers. C'est des cours du soir, pourquoi? Parce que c'est des gens qui travaillent et en fait ils viennent chercher à l'enseignement industriel ce qu'ils ne peuvent pas acquérir sur le lieu de travail. Et donc là, ils vont avoir des cours théoriques, ils vont avoir de la maths, de physique, chimie, sciences appliquées et des techniques orientées vraiment vers certaines spécialités. Et à côté de ça, on va avoir vraiment de l'enseignement qui va miser sur la pratique. Alors, c'est par exemple l'enseignement professionnel pour jeunes gens.
Alors là, c'est des cours du jour. C'est en fait des écoles qui, à la base, ont été créées dans l'objectif vraiment de former des ouvriers qualifiés en réaction en fait à l'industrialisation et la mécanisation. C'était pour valoriser encore le travail manuel et artisanal. Et donc, ces enseignants, ces jeunes professionnels, ils vont avoir de la théorie, mais la théorie, très peu, et elle va être vraiment orientée vers la pratique du métier. Et donc, on va vraiment faire beaucoup de pratiques. Vous voyez, d'autres que j'ai mis ensemble, c'est enseignement professionnel et éducation ménagère pour jeunes filles. Ça apparaît plus ou moins en même temps. Là, on est vraiment dans la pratique. Là, c'est vraiment former des bonnes mères, des bonnes épouses. Même si vous avez travaillé, vous devez être formé. Et puis après, on a l'atelier d'apprentissage. Alors là, l'atelier d'apprentissage, il va mettre vraiment l'accent sur la pratique. Et il y aura en fait qu'une ou 2 heures d'instruction, vraiment, même plus, c'est plutôt de la socialisation parce qu'on dit qu'il y a un risque de marginalisation sociale avec les gens qui fréquentent les ateliers d'apprentissage. Et donc, on voit que cette dichotomie, c'est très polarisé. Et nous, la formation polytechnique, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. J'avance un petit peu dans le temps. On arrive là après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'époque qu'on a appelée les 30 glorieuses. Là, on va avoir de nouvelles mutations technologiques et tu peux passer à la suivante. Et on va avoir des secteurs qui vont péricliter, mais d'autres qui vont, quand je parle des secteurs qui périclitent, c'est par exemple l'agriculture, les charbonnages, les carrières. Mais à côté de ça, on va avoir besoin de main-d'œuvre pour des nouvelles technologies comme la sidérurgie, la chimie et autres, et aussi des emplois dans les secteurs des services. Et donc là, de nouveau, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Et donc, on va arriver, comme il faut plus de gens, on va parler de massification. Alors, massification, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a plus de jeunes qui vont accéder maintenant à l'enseignement secondaire, qui était vraiment réservé plutôt aux élites avant. Alors, effectivement, si on regarde, statistiquement, les catégories moins favorisées ont vu effectivement leur niveau de scolarisation moyen vraiment considérablement augmenter. Mais cette massification, elle va s'accompagner d'une filiarisation. Et cette filiarisation, effectivement, au début, avant, les enfants du peuple n'accédaient pas à l'enseignement secondaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans l'enseignement secondaire, mais on voit que les enfants du peuple sont en majorité, en fait, orientés vers des filières dites de second rang, hein, que je ne considère pas comme second rang, mais voilà, avec une sélection, une orientation en fonction, en fait, des besoins de l'économie et de l'État. Et donc, l'enseignement est très hiérarchisé. On a de nouveau cette polarisation en théorie et pratique. On la connaît, hein, c'est l'enseignement général qui va miser sur la théorie, le qualifiant qui va un peu mélanger les deux, et l'enseignement en alternance là, qui va vraiment mettre le paquet sur la pratique. Voilà, maintenant, je te laisse la parole, Nico, pour la suite. Donc, ces conditions économiques et budgétaires qui ont présidé à la massification de l'enseignement secondaire durant les 30 glorieuses, elles vont se trouver bouleversées avec l'entrée de l'économie mondiale dans l'ère des crises à répétition. Alors, cette époque, qui est la nôtre, hein, dans laquelle nous sommes depuis quelques décennies maintenant, elle est d'abord marquée par une très grande imprévisibilité, liée notamment à l'instabilité économique et au rythme effréné de l'innovation technologique. Et d'autre part, on a une concurrence fiscale énorme entre les États qui ne laisse plus guère de place à des marges budgétaires pour financer davantage l'enseignement, alors que dans les 30 glorieuses, on avait eu une très forte augmentation des dépenses d'enseignement. Et puis, surtout, on observe une polarisation croissante des niveaux de qualification avec une forte croissance, d'une part, des emplois nécessitant des travailleurs très hautement qualifiés, mais aussi une forte croissance de l'emploi de travailleurs faiblement qualifiés dans le secteur des services, qui se combine avec un creusement de l'emploi dans les qualifications intermédiaires, surtout dans les qualifications manuelles. Et dans ces conditions, les milieux économiques réclament une redéfinition plus pragmatique des objectifs de nos coûteux systèmes d'enseignement. On voit ici une citation de l'OCDE qui dit « Tous les élèves n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller loin. »
Alors, comment doivent-ils être conçus, ces programmes? Eh bien, premièrement, il faut un recentrage, nous dit-on, de la formation commune sur les compétences de base, c'est-à-dire les compétences qui sont nécessaires à tous les étages de la hiérarchie des emplois et au détriment des savoirs porteurs de culture commune et de compréhension du monde, comme la géographie et l'histoire. Et deuxièmement, on réclame, les milieux économiques réclament de promouvoir la flexibilité des travailleurs par l'orientation sur les compétences, entendues comme la capacité de mettre en œuvre des savoirs très variés dans des contextes inédits. Et ce qui importe désormais, ce n'est pas dans le savoir, ce n'est pas tellement sa dimension émancipatrice qui permet de comprendre le monde, mais plutôt sa dimension utilitaire qui permet d'être productif. Et d'autre part, cette flexibilité, elle se poursuit aussi par l'individualisation des apprentissages, par exemple via l'enseignement à distance, via la classe inversée, et on profite éventuellement d'une pandémie pour faire avancer ce pion-là. Il faut, dit l'Union européenne, il faut, je cite, préparer les citoyens à être des apprenants motivés et autonomes, à même de prendre en main leur formation afin de maintenir leurs compétences à jour et de préserver leurs valeurs sur le marché du travail, comme la dame que vous voyez là. Donc, résumons. On a d'une part un enseignement qui présente une forte division sociale entre l'enseignement général et l'enseignement qualifiant. Je vais d'ailleurs l'illustrer avec ce graphique où vous voyez la répartition des élèves par déciles socio-économiques. Vous avez les 10 déciles socio-économiques là-bas, et la répartition des élèves dans l'enseignement général, technique, professionnel. Premier degré, c'est ceux qui ont au moins 2 années de retard scolaire, l'enseignement spécialisé. Et comme vous voyez, tout à fait à droite, au 10e décile, presque tout le monde est dans l'enseignement général, et tout à fait à gauche, vous n'avez que 20% des élèves qui, à 15 ans, sont encore dans le général, et tous les autres sont soit dans le technique, soit dans le professionnel, voire ont 2 années de retard scolaire ou sont majoritairement, comparé aux autres déciles, dans l'enseignement spécialisé. D'autre part, aucun de ces enseignements, ni la filière générale, ni les filières qualifiantes, n'offrent aux futurs citoyens une vision complète et cohérente du monde où ils vont vivre. Dans l'enseignement qualifiant, on a une formation spécialisée, mais pas de formation générale digne de ce nom, et une formation même sur le plan technique qui est extrêmement étroite, qui est extrêmement limitée à un domaine particulier. Et dans l'enseignement général et dans le tronc commun qui précède la filiarisation, on est très loin aujourd'hui de cette culture générale qu'on offrait jadis aux seuls enfants des classes supérieures. Et dans le domaine de la technique, de la production, c'est le néant. C'est toujours un domaine qui est totalement absent de la formation générale aujourd'hui. En d'autres mots, le travail comme activité sociale, le travail comme fondement de notre société n'a tout simplement pas sa place à l'école. Il n'a sa place que comme activité spécialisée dans l'enseignement qualifiant, et il n'a pas du tout de place de façon générale. Et c'est bien à cet objectif-là que répond notre idée, qui n'est pas notre idée, qui est une vieille idée du mouvement progressiste, enfin des progressistes dans l'enseignement, l'idée d'une éducation polytechnique. C'est donc tout autre chose que d'introduire un peu de bricolage dans l'école. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de faire entrer le travail comme domaine d'étude dans la formation générale des futurs citoyens. Si je peux le dire en termes du jargon marxiste, je dirais que la formation générale, aujourd'hui, n'aborde que la superstructure de la société, et il s'agit de faire entrer aussi la connaissance de l'infrastructure économique, technologique de la société dans le champ de l'éducation. Je pense que c'est à toi, Cécile. Oui, donc nous allons maintenant commencer à voir un peu les objectifs que nous assignons justement à cette formation polytechnique. Et le premier objectif, donc bien sûr, c'est comprendre le monde. Tu peux passer, hop là. Alors, comprendre le monde, effectivement, ça c'est un des grands objectifs de l'APET quand même. Pour comprendre le monde et éventuellement le transformer, il faut évidemment d'une part une bonne formation solide en histoire, en géographie, en sciences, en maths, en français, en philo, en économie, etc. Mais selon nous, il faut aussi, comme vient de l'expliquer Nico, une culture technologique qui va nous permettre justement, qui va permettre aux élèves de comprendre les bases matérielles du monde, les rouages de la production, les rouages de la distribution des richesses,
Mais comment est-ce qu'on peut comprendre les rapports qui vont s'établir entre les hommes et les femmes si on ignore tout des technologies qui nous entourent, si on ignore tout de l'utilisation qui est faite de ces technologies et si on ignore tout aussi des rapports qu'elles vont déterminer entre les hommes et les machines ou entre les hommes. Or, comme on l'a vu dans notre première partie, ben, les technologies ont des impacts très importants sur l'évolution des rapports sociaux entre les hommes, sur les conditions de travail. Alors, ben, ici, ben, cette petite dia était là justement pour illustrer ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre la robotisation et ne pas envisager les conséquences que ça peut avoir ben, sur le marché du travail? On voit ben, le travail des caissières qui est remplacé par des machines, des self-scan, et idem dans les guichets de la SNCB qui sont remplacés par des machines. Voilà, donc ça c'est déjà un premier objectif, c'est de comprendre le monde. Maintenant à toi Nico pour les deux autres. Oui, le deuxième objectif, c'est d'apprendre à vivre avec les technologies. Nous vivons avec les technologies aussi bien au quotidien et nous devons affronter des mutations technologiques comme citoyens, mais ces enjeux ne sont ni sur le plan de notre vie quotidienne, ni sur le plan de nos choix comme citoyens, ne sont abordés réellement de façon systématique à l'école. Donc dans la vie quotidienne, ça implique une initiation aux techniques au sens le plus large du terme, une espèce de socialisation technologique. Aux techniques, ce sont les techniques de la vie quotidienne, les techniques relatives à l'alimentation, à l'entretien, au nettoyage, à l'électricité domestique, aux produits chimiques, à l'informatique, apprendre les usages, les dangers, être capable d'effectuer de petites réparations et de petites interventions, prendre des décisions réfléchies et adaptées dans ce domaine. Vivre avec les techniques et la technologie comme consommateur et comme citoyen, mais c'est comprendre les implications environnementales, sociales de nos choix de consommation, réfléchir aux bons et aux mauvais usages possibles des technologies, aux conditions sociales et économiques d'une utilisation raisonnée et durable des technologies. Voilà. J'ai été un peu plus vite que les dias. La fin va arriver où je vais passer tout de suite manuellement à la dia suivante. Objectif suivant, c'est réconcilier l'homme consommateur, l'homme producteur et l'homme concepteur d'outils. Le propre de l'homme, ce n'est pas tellement d'être un animal qui utilise des outils, parce qu'il y a plein d'autres animaux qui le font aussi, qui utilisent des outils. Il y a des oiseaux qui utilisent des cailloux et des branches. Le propre de l'homme n'est même pas de fabriquer des outils. Il y a des singes qui fabriquent leurs outils, mais ils fabriquent tout le temps les mêmes outils. Le propre de l'homme, c'est d'être un concepteur d'outils. C'est de les penser avant même de les fabriquer et de les utiliser. C'est d'entrer dans une démarche où la théorie, la pensée, la conceptualisation précèdent en quelque sorte la pratique. Par exemple, nous consommons quotidiennement des outils numériques. Ils sont omniprésents dans notre vie. Seulement, la plupart d'entre nous, nous sommes totalement aliénés par rapport à cette technologie. Nous n'y comprenons absolument rien. Cela conduit d'ailleurs ça conduit certains en tout cas, à une sorte de mythification de l'outil numérique. On l'adore et on en devient accro, ou au contraire, on le diabolise et on le rejette absolument. On parle énormément aujourd'hui de promouvoir le numérique à l'école, mais c'est en général soit pour favoriser le glissement de l'enseignement vers l'individualisation des apprentissages et la réduction du coût de l'enseignement, ou alors c'est pour préparer, c'est pour préparer le consommateur, le travailleur, à s'adapter à un environnement techno-numérique qui est en mutation constante. Mais personne, en tout cas dans le discours dominant sur l'école, n'envisage d'introduire à l'école des cours sur, par exemple, le codage digital de l'information, ce que sont les portes numériques logiques, qui sont les éléments constitutifs des processeurs et les transistors qui les composent, les bases de l'algorithmique, c'est-à-dire de l'analyse et de la formalisation d'un processus, sa décomposition en tâches élémentaires, en variables, en structures conditionnelles ou en structures répétitives, la traduction d'un algorithme en langage ou en
encode, les modes de définition de ces langages, les dictionnaires de langage, etc. Toute cette dimension-là, cette dimension qui consiste non pas à être un utilisateur de la technique numérique, mais à devenir quelqu'un qui comprend la technique numérique et qui est capable de concevoir de la technique numérique, cette dimension-là est totalement absente. Or, elle fait partie d'une véritable approche, comment dire, une approche de la technologie dans laquelle on n'est pas un aliéné par rapport à cette technologie, dans laquelle on est quelqu'un qui la comprend et qui en maîtrise, non pas dans tous les détails, mais qui en maîtrise, en tout cas dans les grandes lignes, le fonctionnement. Et notre vision d'une éducation polytechnique dans ce domaine n'a donc rien à voir avec le discours aujourd'hui dominant sur le numérique à l'école, qui consiste surtout à produire des consommateurs de technologie. Et la même chose est vraie pour toutes les techniques que vous pourriez imaginer. Il n'y a pas d'agriculture sans base en sciences biologiques, il n'y a pas de mécanique auto sans études de la thermodynamique. Amener les élèves au théâtre, c'est magnifique. Leur faire jouer une pièce de théâtre, c'est tout simplement génial. Mais faire travailler les élèves sur l'élaboration de textes, sur la mise en scène, sur les décors, sur l'éclairage, c'est ça faire du polytechnique, c'est ça réconcilier l'homme consommateur, l'homme producteur et l'homme concepteur de technique. Alors, quatrième objectif, c'est permettre aux élèves de mieux choisir leur orientation. Alors, pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez vu, on l'a mis d'ailleurs en quatrième objectif. Mais c'est vrai que si, grâce à la formation polytechnique, les élèves peuvent faire un choix en toute connaissance de cause, c'est super. En fait, aujourd'hui, comment ça se passe, l'orientation? C'est un choix de filière, en tous les cas sur le papier à 14 ans, mais en réalité, en fait, le choix se fait déjà en 12 ans. Pourquoi? Parce que ça va dépendre, évidemment, si vous inscrivez votre enfant dans une école qui n'offre après que du qualifiant, son orientation va être déjà préfigurée et on sait qu'il va aller plutôt vers ce genre d'enseignement. Alors, les jeunes ados, en fait, ils sont à 12 ou à 14 ans, ils sont quand même vachement jeunes pour avoir tous les éléments en main pour choisir, pour effectuer un choix, qu'on va dire, positif. Bon, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des enfants qui ont une vocation, qui veulent absolument faire un métier précis, mais enfin, c'est vraiment des exceptions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tous les éléments en main? Parce que d'abord, ils n'ont pas eu l'occasion de toucher à tout, d'essayer différentes activités, ils n'ont pas pu découvrir différentes orientations, les différents métiers. Et donc, comment est-ce qu'ils choisissent? Sur quelle base? Ils peuvent d'abord choisir des métiers, je l'appelle ici ça, comme ça, socialement connotés. Ça veut dire que quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé avec des parents qui ont fait l'UNIF, il va se diriger, faire des métiers comme avocat, architecte et autres. Et par contre, l'élève qui, lui, a dans son entourage des gens qui sont plutôt dans les métiers manuels, va plutôt se diriger vers là. Deuxièmement, il va peut-être aussi faire leur choix, ils vont peut-être faire leur choix sur les métiers qu'ils connaissent. Et donc, du coup, l'intérêt, effectivement, de développer là une information. Alors, en plus, s'ils peuvent les découvrir, comme on va en parler après, ça, c'est encore mieux. Et troisième chose, il y a les métiers choisis par défaut. Par là, j'entends qu'on le sait tous, la relégation est quand même très importante dans notre enseignement et qu'à un moment donné, on déclare qu'un élève n'est plus apte à suivre l'enseignement général. Il va se retrouver dans une école qualifiante et là, il va un peu voir ce qu'il y a comme option, il va choisir, il va faire un choix par défaut. Et donc, la formation polytechnique va permettre, selon nous, à l'élève de faire un choix vraiment positif en connaissance de cause. Mais on peut passer à la dia suivante. Pour nous, ce qu'elle ne doit pas être, en tous les cas, c'est un instrument vraiment d'approche orientante. Alors, je m'explique un peu. Si on regarde un peu le pacte d'excellence, très vite, ils ont parlé effectivement d'un tronc commun authentiquement polytechnique, comme on le voit là. Et on pouvait évidemment se réjouir, nous à la PEC, puisque depuis le temps qu'on crie après cet aspect polytechnique, mais il était intéressant d'aller voir aussi dans le pacte pour un enseignement d'excellence ce qu'il y avait derrière ce mot polytechnique. Je vous mets par exemple un extrait de l'avis numéro 3. Donc l'avis numéro 3, c'est la feuille de route du pacte. Et voici en tous les cas, ce que le pacte va assigner principalement comme but à ce caractère authentiquement polytechnique. On nous dit que ce tronc commun permettra d'ouvrir tous les élèves à une importante diversité de champs et de domaines qui les préparera à poser à son issue
un choix de filière plus mature et plus documenté, notamment par la découverte progressive de nouveaux horizons et de nouveaux métiers, de l'exercice de différentes formes d'activité et d'intelligence. Et même un peu plus loin, on nous dit vraiment que ça va permettre, ce tronc commun polytechnique va permettre de choisir positivement la façon et de façon éclairée l'orientation souhaitée. Bon, maintenant, je ne rentre pas dans le fait qu'on ne sait pas très bien encore quelles sont les choses qui vont être mises en place de manière très concrète. En tous les cas, on voit que ça ne correspond pas du tout à la vision que nous, on en a, qui est vraiment une vision plus globale, comme le disait Nico, de compréhension du monde de la production de manière vraiment générale. Et donc, ça, on ne veut pas que ce tronc polytechnique, ce tronc commun, devienne vraiment un instrument de ce qu'on appelle l'approche orientante. Voilà pour moi. Bien, on peut conclure ce point numéro 2 sur les objectifs d'une formation, d'une éducation polytechnique par une phrase de Célestin Freinet qu'on met en opposition avec l'idée de la Commission européenne qui dit qu'il faut, en introduisant plus de technologies à l'école, développer l'esprit d'entreprise. Et ce sont bien ça les deux visions diamétralement opposées. Pour nous, l'introduction de la technologie à l'école ne vise pas à mettre l'école davantage en phase avec les attentes du monde économique. Ce n'est vraiment pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de couler les futurs travailleurs dans le moule qu'attendent les employeurs, c'est, comme le dit Célestin Freinet, aider à la naissance d'un homme qui saura lutter pour une société dont la liberté, la justice, la fraternité et le travail désaliéné seront les fondements. Une société d'où aura été bannie l'exploitation de l'homme par l'homme. Et bannir l'exploitation de l'homme par l'homme, bannir le travail désaliéné, ça passe entre autres par l'accès de tous à une compréhension de haut niveau de la société dans laquelle on va vivre, y compris la compréhension de ce travail pour que justement il ne soit plus désaliéné. On en arrive alors à la troisième et dernière partie de cette présentation où on va aborder cette fois, on vient d'aborder les objectifs de la formation polytechnique, on va aborder maintenant quels sont les contenus et quelles sont les formes didactiques, pédagogiques d'une formation polytechnique à nos yeux. Alors, un premier point, c'est que, donc commençons par les contenus. Dans les contenus, on veut vraiment aborder l'ensemble d'abord des techniques de production, l'ensemble des techniques qui sont à la base de la production des richesses matérielles et des richesses immatérielles de nos sociétés, des richesses que nous partageons. L'agriculture, le jardinage, l'élevage, la bio-ingénierie, les techniques de construction comme la maçonnerie, les constructions métalliques, le bois, toutes les technologies liées à l'énergie, à sa production d'énergie, à la transformation de l'énergie, les technologies liées à la chimie appliquée, à l'étude de matériaux, l'étude de processus, les moteurs, la mécanique, cette fois les dias vont un peu trop vite par rapport à moi, l'électromécanique, l'électricité, l'électronique, l'informatique, j'en ai déjà parlé, les techniques domestiques également, on en a parlé aussi, comme la cuisine, la couture, le nettoyage et l'entretien, et bien sûr aussi les technologies liées aux arts plastiques, à la musique, aux arts de la scène. Autre forme, autre contenu d'abord, pardon, d'une formation polytechnique, c'est l'initiation à tout ce qui concerne le développement de techniques ou de technologies, c'est-à-dire depuis la conception, la formulation d'un objectif, d'un cahier de charge, l'apprentissage du dessin technique, l'apprentissage de la gestion de contraintes matérielles, budgétaires, environnementales, et les choix de matériaux liés à ces gestions de contraintes, l'étude de l'impact environnemental, de l'impact budgétaire, de l'impact esthétique de choix technologiques, et l'étude de la planification et de l'organisation technique du travail. Avant d'en arriver, Cécile, à l'organisation, cette fois, sociale du travail.
Voilà, donc en fait, c'est vrai que notre système scolaire, il donne de plus en plus la priorité à des objectifs très cognitifs qui vont faire l'objet de mesures externes, de dispositifs variés de reddition des comptes comme les plans de pilotage qu'on a maintenant et les contrats d'objectifs. Ça donne aussi notre enseignement, notre système scolaire met aussi, comme l'a dit tantôt Nico, l'accent sur les compétences clés utiles à la formation de travailleurs flexibles et adaptables. Et en plus, on nous dit depuis des années qu'on est dans une économie de la connaissance et que les individus doivent donc gérer leur capital humain du berceau à la tombe, cette fameuse formation tout au long de la vie. Et donc, on constate, on l'avait déjà souligné tout à l'heure, qu'on est de plus en plus dans une individualisation qui est poussée à l'extrême. Or, pour nous, mais l'école, elle doit, face à cette logique néolibérale, elle doit réinstaurer du collectif qui est un élément vraiment essentiel de la socialisation. Et donc, du coup, cette approche polytechnique va permettre aussi aux jeunes de comprendre l'importance, la difficulté de la coopération dans un processus de production. Et ça, dès le départ, même quand ils sont, on va voir les formes plus concrètes après, mais dans des ateliers, les jeunes, les petits de maternelle vont déjà pouvoir voir que c'est intéressant de coopérer, mais c'est aussi difficile. On va pouvoir aussi, peut-être un peu plus tard, se rendre compte de l'importance des organisations représentatives de travailleurs. On parle évidemment ici, on pense aux syndicats par exemple. Et enfin, ça permet de comprendre les différentes formes de collaboration et de solidarité vraiment entre les travailleurs et donc prendre conscience des rapports de domination au travail, des phénomènes de production de richesse. Alors, après avoir donc vu un peu ce que c'était que ces contenus, on voulait maintenant rentrer dans du vraiment concret et voir un peu quelle forme elle pouvait prendre. Et on peut donc passer à la suivante. Oui, donc bon, on passera très vite sur cette diapositive-ci. Il est évident que tous les contenus de technologie qu'on a évoqués il y a un instant nécessiteront notamment des cours théoriques, des cours théoriques qui seront alimentés, soutenus, construits à partir aussi de l'expérience et nourris de l'expérience pratique que les élèves acquerront dans les autres formes que Cécile va aborder par après. Mais en tout cas, il est clair pour nous qu'il ne s'agit pas simplement, comment dire, d'exposer de façon sommaire les différentes technologies qu'on vient d'évoquer. Il s'agit réellement de les élever à un niveau de connaissance théorique, de maîtrise théorique assez considérable. Alors, une des premières formes qui nous semble intéressante, c'est les ateliers. Alors, ces ateliers, on peut passer à la suivante, ils vont avoir plusieurs objectifs. Ça va être de développer des connaissances, des aptitudes techniques, mais aussi, surtout, je vais développer tout ça après, d'offrir un contact avec les réalités de la production des biens et services et favoriser une didactique de construction des savoirs fondés sur le travail. Et donc, en fait, ces ateliers vont permettre à l'enfant de toucher vraiment les objets, de manipuler, de fabriquer des outils, d'apprendre à planifier, à organiser un travail. En somme, on voudrait bien réconcilier l'homme et l'élève ici en l'occurrence et l'outil, l'école avec l'outil. Alors, les formes concrètes que ça pourra prendre, et là, je prends des exemples vraiment tirés de ce que je connais, puisque mes filles sont passées à l'école et dans des écoles qui mettaient en place des ateliers. Mais par exemple, en maternelle, ça peut être la création d'un potager. Alors, ça va revêtir plusieurs choses. Ça va être, il faut évidemment avoir conscience de l'environnement, mais ça va être aussi construire les potagers. Bon, la mode, pour l'instant, fort au potager en carré. Donc, il faut travailler le bois. Il faut donc rencontrer des menuisiers. Il faut qu'on nous explique comment ça se fabrique, où va-t-on les mettre. Donc, avoir conscience aussi des saisons, des bases de l'agriculture. Moi, je suis nulle en jardinage, j'aurais peut-être bien aimé aussi découvrir ça quand j'étais jeune, et la préservation de l'environnement. Mais ça peut être aussi en primaire, aussi un cas qu'on a connu, mais c'est construire des bancs pour la classe. C'est des élèves qui vont construire, donc ils vont d'abord penser à l'aménagement de l'espace, ils vont devoir faire des plans, des dessins, ils vont devoir faire des calculs, ils vont travailler le bois, et alors voilà, vous imaginez tout ce qu'il y a autour. Et dans le secondaire, ça peut être par exemple des ateliers environnement avec une visite d'usine de recyclage, des rencontres des travailleurs, vraiment des échanges avec les travailleurs, de prise de conscience de l'environnement, mais aller plus loin aussi, évidemment, c'est faire un projet au sein de l'école de A à Z.
En fait, tous ces ateliers vont être vraiment voués à la conception, à la production et dans de nombreux domaines. Ici, je n'ai donné que quelques exemples. Et ainsi, les élèves vont pouvoir apprendre le travail collectif, la coopération et ses limites aussi, et la nécessité de collaborer et de planifier un travail. Et tout cela, c'est très important, c'est pour venir à bout d'un projet qui est socialement utile. Si on parle, par exemple, des bancs en classe, les bancs, ils sont toujours là. Les élèves ont construit ces bancs, ils les ont pensés par rapport à ce dont ils avaient besoin. Et donc, on voit vraiment que c'est quelque chose, ils sont fiers de ces bancs, c'est là. Alors, quand ces ateliers vont-ils pouvoir avoir lieu? Soit pendant les heures de cours, mais ça peut être aussi en dehors. Et par exemple, dans l'école de mes filles, c'était le vendredi après-midi. On savait que le vendredi après-midi, en primaire, les élèves, c'était difficile de les tenir dans une classe. Et bien là, on développait ces ateliers-là et même les élèves proposaient eux-mêmes des ateliers. En secondaire, ce que mes filles ont connu aussi, c'est des journées ateliers. Il y avait une dizaine de journées ateliers qui étaient réparties sur l'année. Et donc, vraiment, les élèves en groupe, en plus interdegrés, se retrouvaient et ils étaient au service de ce projet-là et qui découvraient et qui menaient de A à Z. Mais aussi, on pense qu'avec ces ateliers, avec ces pratiques et les projets, les élèves, quand ils sont investis dans ce projet-là, mais ils ont envie de venir à l'école bien après, même après les cours. Ils viennent le week-end, ils peuvent venir dans les vacances scolaires. Je l'ai vécu dans mon école. On a fait une pièce de théâtre, ils ont tout mené, on faisait des décors et tout. Les élèves venaient pendant les congés. On devait aller à l'école avec eux s'ils avaient envie de continuer à travailler là-dessus. Et donc, ces ateliers vont permettre également en fait, de canaliser utilement l'énergie des élèves, de les motiver, de les réconcilier aussi avec l'école et les apprentissages, ça je l'ai vécu vraiment aussi, et les ramener à l'école en dehors des heures de cours. Et en fait, ça va permettre, selon nous, de développer un rapport positif à l'école et au savoir. Mais c'est vrai que cette formation polytechnique, elle nécessite beaucoup de choses. Et c'est en fait une des visions qu'on développe aussi à la PET, c'est cette notion d'école ouverte. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la formation polytechnique, il faut du temps. On a dit, il faudrait donc une prolongation du temps scolaire, que l'école ne s'arrête pas foncièrement à 16 heures. Mais il faut aussi de l'encadrement, évidemment. Il faut des adultes compétents, il faut des adultes qui sont responsables et qui permettent aux jeunes d'acquérir une certaine autonomie. Et il faut évidemment de l'espace, des équipements, des jardins. Mais ça peut être aussi, l'école de mes filles, c'était un petit coin de la cour, on avait fait sauter les dalles, on avait fait un potager là, mais des ateliers, des salles de production, de théâtre et autres. Et donc, selon nous, l'école, elle doit aussi, si les ateliers ne sont pas là, on peut en profiter de l'environnement de l'école. Et donc, l'école doit être ouverte justement sur la vie en général, mais aussi sur la vie sociale dans le quartier, par exemple, sur l'environnement. Et il faudrait développer donc des liens de collaboration, de solidarité entre élèves, mais aussi avec les associations, avec les artisans du quartier, avec des entreprises du quartier. Et donc, pour nous, l'école doit être vraiment un lieu où les élèves ne se contentent pas de suivre des cours, mais où ils vont apprendre la vie. Et donc ça, c'était notre premier aspect. Deuxième aspect, c'est la visite de lieux de production. C'est vrai qu'à l'école, on organise beaucoup de visites de lieux historiques, culturels, scientifiques. C'est super, il faut continuer vraiment. Mais il faudrait aussi organiser des visites de lieux de production. Je sais que ça se fait de plus en plus dans le premier degré avec l'approche orientante. Mais pour nous, ça doit être vraiment beaucoup plus large que ça. Il faudrait donc permettre, par ces visites de lieux de production, de découvrir différentes technologies mises en œuvre et faire, comme le disait tantôt Nico, le lien justement chaque fois théorie-pratique. Mais avec ces visites-là, les élèves seraient vraiment confrontés simplement au rythme du travail. Déjà, rentrer dans une entreprise, voir comment ça se passe, l'ambiance, même le bruit qu'il peut y avoir, les conditions de travail du coup des ouvriers, aussi les dangers qu'il peut y avoir dans une entreprise. En fait, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, c'est un peu découvrir l'envers du décor. Donc ça, c'était pour les visites. Et troisième aspect sont les stages. En fait, on pense qu'à partir d'un certain âge, les visites passives, il faut aller plus loin que ces visites passives. Il faut vraiment confronter les élèves au travail en vrai, de travail productif en dehors de l'école. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tantôt, dans le général,
et encore pas toutes les écoles, ils organisent un stage, mais c'est souvent un stage, on demande aux élèves de choisir un stage dans le métier ou l'orientation qu'ils aimeraient bien faire après. Et par contre, dans le qualifiant, eux, ils ont beaucoup de stages, mais toujours orientés sur un métier, une discipline, une orientation. Mais nous, donc, ils n'ont pas de vue globale. Et nous voulons vraiment que les élèves aient une vue globale sur tous ces systèmes de production. Et donc, à la diapositive suivante, on pourra voir qu'effectivement, ces stages vont apporter plusieurs choses. On en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, c'est les pratiques de techniques de production qu'ils auront pu déjà découvrir un peu dans les ateliers. Ils vont acquérir du coup du savoir-faire. Ils vont découvrir les contraintes comportementales qui sont si chères au patronat avec ce qu'on appelle ces soft skills, mais aussi voir un peu les relations sociales en entreprise dont on parlait tantôt, l'importance aussi des organisations représentatives des travailleurs et les diverses formes de collaboration qu'il peut y avoir entre les travailleurs. Donc, on pense qu'en fait, jusque 15 ans, l'immersion pourrait se faire dans des milieux professionnels très variés pour acquérir vraiment et développer ce regard général sur le monde de la production, mais qu'après le tronc commun, on aurait une forme plus spécialisée de ces stages selon l'orientation. Mais là aussi, on attire l'attention qu'il ne faut évidemment pas que ces stages se transforment en exploitation de main-d'œuvre gratuite. Donc, pour nous, il faut vraiment encadrer ces stages. Et donc, il y a déjà des postes de maître de stage, mais il en faudrait beaucoup plus pour vraiment encadrer, organiser et contrôler ces stages, cette insertion expérimentale dans le monde du travail. Merci Cécile. Est-ce que tu veux résumer tout ça brièvement ou on arrête là? C'est comme tu veux. On peut dire en quelques mots, c'est vrai que pour nous, cette formation polytechnique, pourquoi est-ce que j'ai mis une prolongation du tronc commun pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Je ne sais plus. Bon, en tous les cas, nécessite une école ouverte, comme on l'a dit, un réaménagement des rythmes scolaires et donc une prolongation du temps d'école, avec, comme je viens de le dire, un renforcement des effectifs pour encadrer les élèves, mais aussi, comme on parlait ici, pour les stages. Et donc, évidemment, il faut une mise à disposition de matériel, des locaux équipés, et tout ça, évidemment, ça ne se fera pas sans un refinancement considérable de l'enseignement. J'ai juste, peut-être, j'ai vu une question apparaître et je crois que c'était peut-être pas très clair dans ce que je présentais tout à l'heure avec le lien avec la différence qu'on voyait par rapport au pacte d'excellence, c'est que vraiment pour nous, je le redis, l'orientation n'est pas une fin en soi de la formation polytechnique. Or, ça a l'air d'être le cas dans le pacte d'excellence. Vraiment, le polytechnique n'est vu qu'à travers ce prisme-là. Or, chez nous, c'est un des éléments, un des objectifs, mais pas le seul. Tant mieux si ça permet aux jeunes de pouvoir faire un choix positif parce qu'ils auront découvert des métiers et donc du coup ils auront pu se rendre compte qu'en fait ça ils aiment, ils ne connaissaient pas et donc voilà pour ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose, Nico. Non, c'était voilà, je pense qu'on a terminé la partie exposée et on a commencé. À vous à intervenir, poser vos questions et éventuellement les relayer par écrit à Michel ou à tout le monde. Michel, à toi la parole. Oui, il n'y a pas encore beaucoup de questions. Juste peut-être une remarque comme quoi la relégation se fait dans les écoles dès la maternelle et pas dès 12 ans, pour certaines écoles, etc. Bon, je pense qu'on est d'accord avec ça, je ne comprends pas. Voilà, hein, je ne sais pas, Marc. C'est Marc qui en parlait. Marc à nous qui oui, non, c'était simplement une précision. Oui. C'est parce que je ne sais plus si c'est toi, Nico, ou Cécile. Non, c'est moi. Je disais que c'était à partir de 12 ans que la relégation s'opérait, mais elle s'opère déjà bien plus tôt. Non, quand je parlais des 12 ans ou des 14 ans, c'était l'orientation qu'on demandait aux élèves. Heureusement, on ne leur demande pas encore de s'orienter dans la maternelle, et c'est un peu plus tard. Donc, c'était le moment où ils devaient s'orienter. C'est vrai que souvent, on dit c'est 14 ans parce que c'est la fin du soi-disant tronc commun qu'il y a maintenant, mais nous, on pense qu'elle se fait déjà avant. Cette orientation par l'inscription en secondaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on demande que
l'enseignement après le tronc commun soit dans des établissements différents, hein, pour ne pas justement qu'il y ait cette préorientation en fait. C'est pour ça qu'on demande cette scission-là. Mais effectivement, tu as raison, évidemment, la relégation, elle se fait quand on voit le nombre de jeunes dans le maternel, ou surtout dans le primaire, qui sont orientés vers le spécialisé, elle se fait là. Mais heureusement, on ne leur demande pas encore, sauf par l'approche orientante, mais tu sais de quoi je parle, on ne demande pas encore aux jeunes de s'orienter vers une filière en maternelle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question là. Oui, oui. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui parlait de la situation en Flandre et qui explique qu'à terme, la distinction entre enseignement général, technique et professionnel sera gommée pour éviter une stigmatisation, mais en même temps que les écoles pourraient ajouter des options, etc. Et donc ne pas avoir à faire un vrai tronc commun. Oui, mais la distinction entre enseignement général, technique et professionnel peut très bien disparaître formellement, c'est-à-dire dans l'intitulé des filières, et ne pas pour autant disparaître dans les faits. Si à l'intérieur d'une soi-disant filière unique, on a certaines options qui sont ultra spécialisées de façon précoce et où la formation générale est réduite à la portion congrue, et d'autres qui au contraire recrutent surtout les élèves qui sont issus de milieux où on favorise des cours de maths de très haut niveau, ou des cours de latin ou des cours de philo, on va avoir exactement la même division que celle qui existe aujourd'hui, même si elle ne s'appelle plus une division entre enseignement général et enseignement qualifiant. Donc, ce n'est pas parce que les noms changent que pour autant la division disparaît. L'essentiel n'est pas dans le nom que l'on choisit, l'essentiel est dans les contenus que l'on met dans ces enseignements. Oui, à propos des contenus, il y a une réflexion sur le fait qu'il faudrait envisager des programmes pour cette formation polytechnique. Tout à fait. Tout à fait. C'est un travail que nous n'avons pas encore entamé au niveau de l'APED. On y a pensé à l'époque où on a écrit nos premiers articles sur l'éducation polytechnique, mais c'est clair qu'il faudra à un moment donné que tout ça se traduise dans des référentiels, dans des programmes, hein. Et une fois que ce sera traduit en référentiel et en programme, il faudra aussi que ça traduise en temps. Parce que c'est clair qu'ajouter tout ça dans le temps scolaire actuel, Cécile l'a dit, mais je crois que c'est important d'insister là-dessus, ajouter tout ça dans le temps scolaire actuel, soit on le fait au détriment d'autres apprentissages qui sont tout aussi importants et tout aussi cruciaux, soit c'est impossible. Et donc, nous, on plaide vraiment, non pas pour une réduction du temps d'école, mais pour une augmentation du temps d'école. Mais augmentation du temps d'école ne signifiant pas augmentation du temps où les enfants sont assis sur un banc à écouter un enseignant, hein. C'est une augmentation du temps d'école, mais avec aussi une plus grande variation de ce temps d'école. Alors, il y a aussi une réflexion sur le fait de comment éviter que ces visites stages dans les lieux de production ne soient détournées par les employeurs pour endoctriner les élèves, surtout qu'à l'heure actuelle, on voit de plus en plus de volonté d'initier les élèves à l'esprit d'entreprendre à travers une série d'opérations, de fondations, etc., etc. Cécile, tu veux répondre à ça? D'abord, je dirais qu'avant 15 ans, je ne crois pas qu'il y a vraiment beaucoup de risques d'endoctrinement parce que ce ne serait pas des stages à long, donc ce serait vraiment des stages, des courts-stages et diversifiés. Là, et après, comme je disais, je crois renforcer effectivement les postes de maître de stage pour qu'il y ait vraiment un contrôle de ça. Vraiment voir, c'est vrai que dans certains stages, moi je travaille dans le qualifiant,
on voit tout de suite, les élèves le disent tout de suite s'ils sont victimes de ça, s'ils ne peuvent pas pratiquer, s'ils ne peuvent pas, si on les relègue toujours aux mêmes tâches. Maintenant, c'est vrai qu'on est confronté peut-être plus à une difficulté de trouver des stages. Ça, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je crois qu'en contrôlant au plus près les stages, il y a moyen d'éviter ce genre de dérive. Ça se fait en tous les cas dans mon école. Dès qu'on voit qu'il y a une dérive comme ça, l'élève est retiré du lieu de stage et on essaye de lui en trouver un autre. Voilà. Je ne sais pas, je crois que c'était Olivier qui posait la question. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça le convainc. Alors, il y a quelqu'un qui... Olivier, tu veux intervenir sur cette question pour l'approfondir? Non, merci à Cécile d'avoir répondu. Ça me va parfaitement. C'est parce que je me faisais la réflexion de l'école ouverte, etc. et Polytechnique. Je suis évidemment totalement convaincu. Mais c'est vrai que les employeurs sont très organisés pour... eux, ils sont très demandeurs d'école ouverte. Et allez, je lisais dans le magazine de l'enseignement catholique de ce mois-ci. Et il y avait encore une nouvelle fondation que je ne connaissais pas qui s'appelle le 100 000 entrepreneurs. Et eux, ils proposent déjà, ils ont tout un catalogue pour faire venir des entrepreneurs en classe, même en primaire, quoi. Et eux, ils sont vraiment armés et prêts à déverser toutes sortes de choses. Mais voilà, la réponse de Cécile était très, très intéressante. Et elle a parfaitement répondu à la question que je me posais. Et tu as tout à fait raison, et 100 000 entrepreneurs n'est qu'un petit maillon d'une chose. Il y a une nébuleuse énorme d'associations d'ASBL qui sont là pour le rapprochement école-entreprise, et en commençant par la Fondation pour l'enseignement, qui est avec Olivier Remels, qui, je le rappelle, a piloté le groupe de travail sur le qualifiant. Donc, c'est vraiment la visée de rapprocher l'école de l'entreprise. Et ça, et effectivement, en 100 000... je dois sortir ce truc-là, mais il y a une nébuleuse énorme de tous ces trucs qui veulent justement permettre de développer les soft skills, vraiment l'esprit d'entreprise dont on a parlé tantôt et dont on ne veut évidemment pas. Mais je pense que la question d'Olivier portait aussi sur le discours, le matraquage idéologique du monde patronal par rapport aux technologies. Il y a des gamins dans les écoles qui trouvent que l'école, ce qu'on y apprend, c'est pas la vraie vie, c'est pas les trucs importants, alors que ce que proposent les patrons, ça c'est intéressant, ça c'est de la technologie, ça c'est de la production. Et je pense qu'en introduisant une dimension polytechnique à l'école, on coupe aussi un peu l'herbe en dessous de ce discours patronal-là. On ne laisse pas au patronat seul le soin d'attirer les enfants avec l'attrait de l'innovation technologique, l'attrait de l'engouement pour la technique, qui est un engouement tout à fait, c'est pas malsain de trouver que c'est passionnant de comprendre comment fonctionne un moteur, de comprendre comment fonctionne un ordinateur. Ce sont des choses tout à fait normales d'être intéressé par ça. Et je trouve que c'est une bonne chose que l'école offre une réponse à cet attrait-là par rapport à cet attrait-là aux enfants, et qu'on ne laisse pas le patronat seul justement les attirer avec leur discours sur l'esprit d'entreprise qui serait seul capable, que le capitalisme serait seul capable de valoriser le progrès technologique. Il ne faut pas leur laisser cette exclusivité-là. Voilà. Alors, je pense qu'il y a aussi une difficulté de concevoir pratiquement comment ça se passerait au niveau, par exemple, des évaluations, du rapport entre le travail pratique et le passage au test papier, à la théorie, etc. Et j'ai envie de relier cette question aussi avec une autre qui n'a pas l'air d'être la même, mais qui la rejoint, c'est comment faire pour que ce soit pas, que ça n'ait pas un caractère obligatoire, suivisme, compétition, etc., etc. J'ai envie de dire déjà, moi, est-ce qu'il faut tout évaluer dans l'enseignement ? Je prends le cas concret de mes enfants, il est clairement, les ateliers n'étaient pas évalués. C'est justement pour changer un peu le rapport aux
savoir et au rapport aux choses. Les journées ateliers en secondaire n'étaient pas évaluées non plus. Pourquoi vouloir toujours tout évaluer? Non, ça ne permet pas, du coup, je dirais, ça voudrait dire que si on doit évaluer vraiment les choses, ces ateliers et ces projets n'auraient lieu qu'à l'intérieur d'une classe. Or, nous, on veut justement ouvrir les choses. Ça ne doit pas rester quelque chose de défini à l'intérieur d'une classe, ça doit être des projets pour jouer justement sur la collectivité, l'entraide. Donc, ça ne doit pas être vraiment, par exemple, en primaire, c'était sur un cycle, les élèves travaillaient les ateliers sur un cycle complet. En secondaire, c'est toute l'école qui travaillait sur ces ateliers et donc il y avait vraiment cette entraide, cette collaboration. Alors, pour moi, enfin, je ne sais pas ce que Nico pense, mais moi, je ne trouve pas qu'il faut évaluer ça. Maintenant, après, on a assez dit que pour nous, dans ces ateliers, il y a on va faire le lien avec la théorie, avec les autres. Donc, mais voilà, pour moi, je trouve ça que dépend ce qu'on entend par évaluer. Et si par évaluer, voilà, on entend noter, mettre des points, alors je suis entièrement d'accord avec ce que Cécile vient de répondre. En revanche, c'est clair que si je suis en train de travailler avec des élèves sur un projet de théâtre ou sur un projet de construction d'un ballon solaire ou comme j'ai pu le faire dans mes cours de physique ou sur n'importe quel autre projet à caractère technologique au sens large du terme, il est clair que tout au long de ce travail, on va évaluer. Si les élèves ont dû dessiner des plans, eh bien, on va en discuter de ce plan et on va dire, bah, là, ton plan, ça ne tient pas la route. Et là, ton plan, il est bien fait, mais là, il faudrait le corriger sur ce point. Donc, ça, c'est de l'évaluation. Mais ce n'est pas de l'évaluation qui se traduit forcément en notes, en points, en notation chiffrée. C'est une évaluation qui permet d'avancer, qui permet de mettre mettre le doigt sur des difficultés et d'avancer. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'évaluation formative, enfin moi j'appelle ça comme ça. Voilà. Donc oui, on évalue, bien sûr qu'on évalue, mais évaluer ne signifie pas forcément mettre des notes. Il y a une question aussi sur la motivation. Comment faire pour motiver les jeunes? Actuellement, beaucoup baissent les bras. Est-ce que les jeunes en voudront vraiment de ce projet de savoir polytechnique? Moi, je fais le pari que oui. Moi, en tous les cas, chaque fois qu'on l'a pratiqué, alors même si effectivement au départ, quand on présente des choses nouvelles aux élèves, ils sont d'abord un peu réfractaires parce qu'on les sort un peu de leur zone de confort qui est de rester derrière un banc et d'écouter ou de faire semblant d'écouter. Mais chaque fois que j'ai pu vraiment pratiquer la pédagogie du projet à large échelle, mais ça a eu vraiment des aspects positifs sur le rapport au savoir des élèves. Donc, je disais, on a travaillé par exemple sur une pièce de théâtre, mais on a tout fait. On montait, c'était un truc, une adaptation de Roméo et Juliette. On allait même jusqu'à aller chercher un échafaudage de 6 mètres sur 4 qu'on a monté avec les élèves. On a fait appel à des régisseurs qui sont venus former des élèves qui ne foutaient rien à l'école. Et ça a été vraiment, on a vu vraiment le changement d'attitude des élèves. Les collègues étaient très surpris. Puis ils étaient fiers de leur truc. Et ça, rien que ça les motive. Il y a une motivation qui naît. Si je parle en primaire, effectivement, dans les journées ateliers, quelquefois, il y en a qui se mettent sur le côté. Mais quand ils voient les autres qui s'amusent et qui construisent des choses, mais inévitablement, en tous les cas, les élèves venaient et étaient motivés. Enfin, moi, je prends le pari que ça marche. Mais moi, je voudrais faire part d'une expérience personnelle dans ce domaine. Donc, moi, j'ai fait ma carrière comme prof de maths et de physique et j'enseignais la physique dans une option sciences appliquées. Et on a une année, j'ai décidé d'aborder toute la matière de la thermodynamique, donc l'étude de la chaleur, de la température, des échanges de chaleur, la production de chaleur, de l'aborder à travers un projet technique, un projet technologique qui consistait à fabriquer un ballon solaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un ballon solaire. Un ballon solaire, c'est comme une montgolfière, mais sans source de chaleur en dessous. C'est le soleil qui chauffe le ballon. Donc, c'est un ballon construit en plastique noir, un grand plastique noir. Il faisait 9 mètres de diamètre. Et toute
toute la matière de la thermodynamique a été vue à travers ce projet-là. Donc, depuis l'agitation moléculaire jusqu'à les échanges de chaleur, la loi des gaz, tout ça a été vu à travers ce projet. Bien, je peux vous assurer que les élèves n'ont jamais été aussi motivés pour étudier la théorie relative à la thermodynamique que cette année-là, où ils avaient ce projet de réalisation d'un objet technique, d'un objet technologique. Et je ne peux pas vous décrire la fierté qu'ils ont eue le jour où ce ballon, la première fois, s'est élevé dans la cour de l'école, emportant 12 litres d'eau en dessous, donc emportant la charge de 12 kilos qu'ils avaient calculé théoriquement. Donc, ils avaient calculé théoriquement que la charge emportée par le ballon serait d'à peu près 12 kilos, et ça a marché. C'est dire que les élèves… C'est bien sûr que c'est un effort, je pense que c'est… Olivier qui faisait cette remarque qu'il y a des élèves qui ne sont pas motivés et que ça nécessite une énergie énorme de la part des enseignants de reconstruire cette motivation. Mais je pense que cette énergie énorme, elle est d'autant plus efficace si elle passe à travers des projets qui reconstruisent avec les enfants un rapport positif à l'école. Et reconstruire un rapport positif à l'école, c'est leur montrer aussi que ce qu'ils apprennent sur le plan théorique à l'école, ça peut avoir des implications pratiques et que ça a du sens dans des réalisations en pratique. Donc, les ateliers dont parlait Cécile tout à l'heure, pour moi, ce ne sont pas des challenges de motivation supplémentaires, ce sont au contraire des moyens pour soutenir la motivation et donc la volonté de travail des élèves. Une réflexion aussi est que nous, enseignants, on va devoir peaufiner nos approches pédagogiques et nos méthodes d'apprentissage, ce qui me fait penser que les mesures comment dire, de formation des enseignants sont importantes aussi, même si on n'en parle pas ce soir. Oui, mais on disait aussi dans le concept d'école ouverte, c'est ouvrir sur le monde et sur le monde du travail aussi. Si je pense par exemple, de nouveau, je reparle de cas concrets dans l'école de mes enfants, c'était aménager la cour et les enfants voulaient faire des bancs et des bancs faire forger. Ben, ils ont fait appel à un artisan qui est venu montrer comment travailler la soudure, comment travailler donc les enfants ont conçu les bancs avec lui et certains plus grands ont pu manipuler aussi les choses. Donc même si on n'est pas formé, on peut faire appel évidemment à énormément de personnes, d'artisans, et quelqu'un parlait justement de l'aspect artisanal des choses. La menuiserie, idem. On ne demande pas à tous les profs d'être armés dans tous les domaines, mais en tous les cas, de faire appel peut-être à des artisans qui pourront justement donner ce savoir-là aussi. D'où le concept d'école ouverte aussi sur le monde et sur la vie, et qui permettra de découvrir effectivement énormément de métiers différents. Oui, voilà, tu es en train de répondre à une question qui arrivait justement. Une réflexion aussi sur le fait que dissocier, désadosser le premier degré physiquement du reste du parcours serait quand même plus porteur de sens pour les élèves. Oui. C'est un point qui nous éloigne un peu du débat sur le Polytechnique, mais en soi, c'est un point tout à fait juste, Alexandre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu écris. Pour nous, le tronc commun, tel qu'il est conçu aujourd'hui et tel qu'il est conçu dans le pacte d'excellence, ne sera jamais un vrai tronc commun, parce qu'on organise un prétendu tronc commun dans les premières années d'enseignement secondaire qui continuent d'être organisés dans des établissements scolaires qui, par ailleurs, pour la plupart d'entre eux, sont déjà des voies qui préparent soit à l'enseignement général, soit à l'enseignement technique et professionnel. En d'autres mots, à l'âge de 12 ans, on entre dans une école secondaire en sachant déjà que si on reste dans cette école, plus tard, on va se retrouver soit dans le qualifiant, soit dans l'enseignement général. Alors, je sais qu'il y a des établissements qui proposent et du qualifiant et du général, mais c'est une minorité. La majorité des établissements sont relativement spécialisés. Donc,
ce n'est pas du tronc commun, parce que quand on entre à 12 ans dans une école qui prépare soit au général, soit au qualifiant, on sait bien que ce qu'on fera dans les années dites de tronc commun ne sera pas la même chose dans un établissement ou dans l'autre. Hein, moi, j'habite Nivelles. Ce qu'on fait en première et deuxième secondaire à l'Athénée n'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait en première et deuxième secondaire à l'Institut des Arts et Métiers. Même si sur le papier, les programmes sont identiques, le contenu des cours et le niveau des cours est totalement différent d'un établissement à l'autre. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord, Alexandre, avec ce que tu écris. C'est une condition de faisabilité d'un tronc commun, c'est de dissocier les années secondaires de tronc commun des années de spécialisation. Ça peut se faire soit en réorganisant complètement l'enseignement, ou ça peut se faire sur le modèle français, en séparant le collège du lycée. Il faut réfléchir à ça, parce que ce n'est pas qu'un problème pédagogique, c'est un problème d'utilisation des locaux aussi, de réaffectation des locaux. Mais pour moi, c'est vraiment une condition sine qua non de succès d'un tronc commun. Et aussi une condition sine qua non de succès d'une politique de proposition d'affectation des élèves aux écoles plutôt qu'un libre marché scolaire, mais ça, c'est encore un autre débat. Michel? Il n'y a plus de questions qui arrivent, je ne vois plus rien d'autre. Si, moi je ne l'ai pas écrite, mais c'est plus, moi je suis enseignant dans le domaine des arts et il y a toute une réflexion avec cette école qu'on voudrait gratuite dans le domaine des arts et c'est assez compliqué parce que, comme vous le dites, on a besoin de ce rapport aux matériaux avec le rapport au papier, le rapport au dessin, le rapport avec les crayons, ce besoin aussi d'aller dans les magasins, de forcer les élèves à aller découvrir ce qui se trouve en magasin, voir... Yann, on ne t'entend plus. Hop. C'était bien Yann qui parlait? Oui, je pense. Mais on l'a perdu. Je suppose, Yann, que quand tu parlais de magasin, tu ne parlais pas de magasin au sens commerce, mais magasin au sens réserve de matériel à l'école, c'est ça? Je ne crois pas. En fait, parler de la gratuité, effectivement, si on doit avoir du matériel et autres, la question de la gratuité de l'enseignement est un peu oui, si je peux témoigner, moi qui suis dans une section artistique, le problème du matériel est toujours important dans nos écoles. On a des réserves, mais attention, et puis les élèves, on les engage quand même à acheter, etc. Et en effet, la question de la gratuité se pose. C'est peut-être un autre débat. Mais au-delà de la question de la gratuité, on est tout à fait conscient que le frein principal à la mise en œuvre de notre projet d'une éducation polytechnique, comme d'ailleurs de l'ensemble du programme de l'APED, ce sera un frein budgétaire. Hein. Il va de soi qu'on ne peut pas faire l'école ouverte sans recruter du personnel supplémentaire, on ne peut pas faire de l'éducation ou de la formation polytechnique sans acheter, investir dans des bâtiments où il y aura ces fameux ateliers, le matériel aussi pour ces ateliers. Donc, le coût, nous ne l'avons pas, il faut être honnête, on n'a pas les moyens de l'estimer de façon précise. On a fait des estimations grossières pour l'école ouverte. On arrivait à une augmentation des dépenses d'éducation de l'ordre de 10 à 15%. Mais bon, ça, ce sont des ordres de grandeur extrêmement grossiers. Il faudrait disposer d'une armée d'experts pour évaluer ça de façon plus précise. Mais il est tout à fait certain qu'on ne pourra pas faire ça sans moyens supplémentaires. C'est tout à fait clair. Mais si je peux encore ajouter, ce qui est scandaleux, c'est que dans le domaine artistique, c'est qu'on prive
les étudiants de cette formation. On les prive de découvrir ce que c'est le papier. Et c'est important qu'eux aillent l'acheter avec leur argent, qu'on leur octroie un budget en début d'année pour qu'ils se rendent compte la valeur de l'argent d'une feuille de papier qui coûte 2 euros. Enfin voilà, effectivement, quand en début d'année, on est obligé de travailler avec un cahier pour toute l'année, bah, le rapport au numérique et à la sensibilité de ce que c'est un papier, un grain de papier, un toucher, un velouté d'un tracé, bah, ça passe à la trappe. Enfin, j'ai pas tout entendu parce que j'ai vraiment une connexion pourrie, mais et à côté de ça, on favorise, comme vous le disiez, le numérique, dans lequel tout cet apprentissage du visible, du toucher, de la matière. Un soudeur, il a besoin de comprendre de quoi est fait le métal, quels sont les alliages, et d'avoir diversité et de métaux à pouvoir travailler. C'est ça dont on prive les étudiants. Il y a une remarque, il y a une autre question qui vient d'un certain Léon, que je ne connais pas, qui nous dit « Langue maternelle, maths, langue ne sont-elles pas essentiellement des connaissances qui permettent de traiter d'autres connaissances? En formant dans ces matières-là, pendant les autres apprentissages, ne dégagerait-on pas du temps pour ces apprentissages intégrés qui ont du sens pour les élèves et les étudiants ?» Je suis partiellement d'accord avec cette remarque. Je pense qu'effectivement, une partie de l'apprentissage de compétences ou de savoir de base pourra être réalisé dans le cadre des activités de type polytechnique, mais pas entièrement, parce que ces savoirs ont aussi besoin d'une assise théorique solide qui doit faire l'objet d'un apprentissage, d'un apprentissage spécifique. Mais c'est clair qu'une partie du travail sur les mathématiques, par exemple, peut se faire dans le cadre d'un projet technologique. Pour la construction de notre ballon, on a dû utiliser un certain nombre d'outils mathématiques. C'était en 5e et 6e année. On a dû utiliser non seulement le calcul du volume d'une sphère, on a utilisé même le calcul de dérivés, l'utilisation des dérivés dans certains calculs. Et donc, ça libère un peu de temps dans le cours de mathématiques, dans l'illustration des outils ou des concepts mathématiques sur des problèmes concrets. Donc, il y a une certaine économie d'échelle qui peut se faire par l'intégration de ces savoirs au travers de différentes disciplines, mais on ne pourra pas faire l'économie d'une formation solide dans chacune de ces disciplines malgré tout. Donc, on ne peut pas tout intégrer dans des projets technologiques. Donc, il faut quand même du temps supplémentaire. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je ne sais pas, tu as vu quelque chose? Il n'y a pas d'autres questions. Je n'ai pas vu passer d'autres questions. On approche de 21h30, qui était l'heure théorique de fin de ce webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore prendre la parole, sinon on va se saluer là. J'espère que... J'ai encore une dernière toute petite remarque, c'est complètement un détail, mais bonsoir à tous. Dans les emails qu'on a reçus pour participer à la réunion, il y avait une image qui est associée à l'enseignement polytechnique. C'est une image de 3 engrenages qui sont ensemble. Et juste, ça n'est pas très important, mais la symbolique derrière est quand même importante. 3 engrenages qui sont tous les 3 connectés. Ne peuvent pas tourner. Et donc, si on met ça comme symbole de l'enseignement polytechnique, comme une connaissance en profondeur du fonctionnement des machines et des différents objets, ça va un peu à l'encontre du propos. Je propose qu'on en mette 4 ou 2 ou 3 qui ne sont pas tous les 3 connectés. C'est une suggestion. Comme ça. Bon, je suis responsable de ce genre de bêtises. Je veillerai à être plus attentif dorénavant. Merci Adrien pour cette remarque judicieuse et qui finalement clôture de façon tout à fait intelligente notre... Non, mais c'est vrai, qui montre que nul n'est à l'abri d'une bêtise dans ce domaine.
outre ça, la conférence était extrêmement intéressante, je tiens à le souligner évidemment. Merci Adrien. Merci. Je vous signale que